RFI, la voix de l'Amérique. Lamia Gritli à Washington, bonsoir à tous. Dans cette édition, le Mali après le retour à l'ordre constitutionnel. Avec la restitution du pouvoir aux civils, le Mali entre dans une période de transition cruciale conduite par le président de l'Assemblée nationale, Dioncounda Traoré. La tension baisse d'un cran dans le sud, mais bonjour les défis. Le plus urgent reste la pacification du Grand Nord, contrôlée par les rebelles Touaregs, et qui semble se transformer en un no man's land pour des groupes islamistes extrémistes comme Al-Qaïda et Boko Haram. L'avenir du Mali dans ce Washington Forum. Washington Forum. Et on commence cette édition comme d'habitude avec un résumé de l'actualité dans le reste du monde avec Nicolas Pinault. 60 secondes dans le monde. Bonsoir à tous. À la une cette semaine, le Malawi et sa nouvelle présidente, les nouvelles violences au Nigeria et la course à l'investiture républicaine aux États-Unis. Mais direction d'abord le Sahel. Plus de 13 millions de personnes affectées par l'insécurité alimentaire dans la région. Les Nations Unies lancent un appel urgent à la communauté internationale pour qu'elle contribue à la mise en place de fonds supplémentaires pour éviter une catastrophe humanitaire. Fête de Pâques ensanglantée dans le nord du Nigeria. Un attentat à la voiture piégée à Kaduna a fait 39 morts dimanche dernier. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais le groupe extrémiste Boko Haram est soupçonné de l'avoir organisée. Le Malawi a un nouveau visage. Joyce Banda est la nouvelle présidente du pays. La vice-présidente, passée à l'opposition, succède ainsi à Binguwa Mutharika. L'ancien chef de l'État est décédé à l'âge de 78 ans. Enfin, aux États-Unis, Rick Santorum jette l'éponge. C'est la fin du suspense chez les Républicains. Sauf coup de théâtre, c'est Mitt Romney qui représentera le parti lors de la présidentielle de novembre prochain contre Barack Obama. Voilà ce qu'on pouvait retenir de l'actualité cette semaine. Je vous souhaite une bonne émission. Merci Nicolas, à la semaine prochaine. Le Mali commence donc un nouveau chapitre de son histoire après la restitution du pouvoir aux civils la semaine dernière. Le chef du Parlement, Dioncounda Traoré, a été investi ce jeudi, comme vous pouvez le voir sur ces images, président par intérim du Mali, dans le cadre de l'accord cadre de transition signé entre la junte et la CEDEAO. Sa mission, c'est nommer un Premier ministre doté des pleins pouvoirs et organiser des élections. Autre grand défi ou casse-tête de cette transition qui s'ouvre, la pacification de la vaste région désertique de l'Azawad aux mains des rebelles Touaregs. Le nouveau président leur a promis aujourd'hui une guerre totale et implacable s'il refuse de se retirer. Le nord, région lorgnée notamment par Al-Qaïda au Maghreb islamique et d'autres groupes islamistes radicaux. Jacques Aristide nous en dit davantage sur tout cela. Le coup d'État n'aura pas fait long feu à Bamako, mais les séquelles auront certes été dévastatrices. Une partie du Mali tombée entre les mains des rebelles Touaregs et d'islamistes armés. Ce qui représente pour l'armée malienne la plus cuisante déroute de son histoire. L'ironie, c'était pour éviter ce scénario catastrophe que le capitaine Amadou Sanogo et sa junte militaire avaient, selon eux, renversé le président Amadou Toumani Touré le 22 mars. L'intégrité territoriale bafouée, le nord malien est aujourd'hui une région où l'insécurité règne en maître. Région proclamée indépendante par le mouvement national de libération de l'Azawad, mais la présence d'Agmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, inquiète l'ONU. Les Maliens ont peur et crient à l'aide. On en a assez de négociations. Les négociations, c'est après la libération des régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Ensuite, les gens peuvent négocier. Je ne souhaite pas qu'il y ait la guerre. Et s'il y a la guerre, aujourd'hui, il faut qu'on arrête la guerre. Quels sont les moyens que l'État dispose pour aller à la guerre? C'est eux qui connaissent, qu'ils s'engagent pour aller à la guerre. Que ceux qui veulent nous aider pour qu'on puisse arrêter. Leurs compatriotes à l'étranger, comme Djenaba Traoré, installés à Washington, sont d'avis qu'une intervention militaire internationale est nécessaire. Si les militaires, l'armée malienne n'est pas capable d'avoir tous les logistiques et les équipements pour s'occuper de ce problème, et ce serait bien d'avoir une aide de l'extérieur. Et ce n'est pas seulement pour l'intégrité territoriale du Mali. Si on laisse ces gens prendre
place dans le nord du Mali comme ça. C'est toute la région subsaharienne qui sera menacée. Donc moi je veux que la communauté internationale soit au courant de ça. Mais le capitaine Sanogo, lui, ne veut pas de l'aide de troupes étrangères. En d'autres mots, les putschistes, qui ont déjà rendu le pouvoir aux civils, veulent néanmoins conserver un droit de regard sur les dossiers militaires. Pourtant, l'accord conclu avec la CEDEAO n'en fait pas mention. C'est un accord de sortie de crise qui voit ce jeudi l'intronisation de Dioncounda Traoré, le président de l'Assemblée nationale qui devient chef de l'État intérimaire. Un Premier ministre de transition doit être désigné avant la formation d'un gouvernement d'union nationale qui sera aux affaires jusqu'aux élections présidentielles et législatives dont les dates ne sont pas précisées. Mais pour les Maliens, c'est clair, le pays est indivisible, certains sont prêts à se battre au nom de l'intégrité territoriale, comme ce jeune étudiant qui vient de s'enrôler dans l'armée. On est venu pour récupérer notre territoire, ça appartient à nos ancêtres, nos arrière-grands-parents, donc on va récupérer. Pas l'argent, pas l'armée, nous on veut notre territoire seulement, point final. La transition est donc en marche au Mali, mais elle risque d'être longue, très longue. Jacques Aristide, La Voix de l'Amérique, à Washington. Merci Jacques pour cette 3e édition sur le Mali. Je retrouve notre correspondant au Mali, Kassim Traoré, qu'on verra tout à l'heure. Walid Fares, professeur à la National Defense University, conseiller auprès du Congrès et spécialiste du terrorisme et du djihadisme, auteur du livre La prochaine révolution, la lutte pour la liberté au Moyen-Orient, et qui sortira très bientôt un autre livre sur le futur des révolutions au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne. Et puis de Paris, Frédéric Lejal, rédacteur en chef de la Lettre du continent, un bimensuel sur la politique africaine à Paris. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Frédéric Lejal, je commence avec vous. Quel genre de gouvernement d'union faut-il s'attendre avec le début de cette transition ? Écoutez, je pense qu'au regard de la gravité de la situation au Mali, il y a forcément un gouvernement d'union nationale qui va embrasser un peu toutes les forces politiques maliennes, que ce soit du côté de Soumaïla Cissé, l'ancien commissaire de l'UEMOA, que ce soit Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. Dioncounda Traoré était lui-même candidat à cette élection, donc à mon avis, il y a de la part de la classe politique malienne une nécessité de se fédérer autour de cette transition qui doit aboutir à des élections. De toute façon, la situation l'impose. Oui, justement, je vais revenir maintenant à notre correspondant au Mali. Kassim Traoré, le nouveau président, a été investi aujourd'hui. Est-ce qu'il a annoncé son chef de gouvernement? Est-ce qu'il y a un candidat qui fait consensus actuellement? Jusqu'à présent, rien n'a été annoncé pour ce qui est de la composition du gouvernement. Mais tout porte à croire qu'une délégation de 60 personnes doit se rendre ce week-end à Ouagadougou, sous l'égide du médiateur de la crise malienne, en l'occurrence Blaise Compaoré, pour voir avec la classe politique, les représentants de la société civile et toutes les choses socio-professionnelles de notre pays, afin de trouver et le gouvernement et le Premier ministre. En tout cas, la délégation doit quitter demain Bamako. Déjà, l'avion, il y a un avion qui a été envoyé par le président du Faso. Et une soixantaine de personnes quand même quittera Bamako et pour mettre en place le gouvernement et aussi avoir le nom du Premier ministre. Ouais, merci Kassim Traoré. Walid Fares, j'arrive à vous dans quelques minutes, mais je vous propose d'abord d'écouter cette question posée par un téléspectateur de Côte d'Ivoire sur la viabilité de cette transition malienne, un aspect sur lequel justement s'interrogent les Maliens. Écoutez cela. Je suis Bakary Diakité, j'appelle d'Abidjan. Ma préoccupation, c'est de savoir si le président de l'Assemblée nationale n'arrive pas à organiser les élections dans le délai imparti. Va-t-on aboutir à une énième renégociation de la transition ou bien va-t-on aboutir à un amendement constitutionnel pour que le président de l'Assemblée nationale puisse continuer encore juste à gérer les affaires courantes jusqu'à une nouvelle élection? Walid Fares, qu'adviendra-t-il s'il y a un retard dans le calendrier, puisque dans les 40 jours, tel que stipule la Constitution, ce n'est pas possible d'organiser des élections? Ça va être très difficile d'organiser des élections, surtout dans un État, un contexte de division du pays. Il y aura des forces politiques qui vont dire que le gouvernement actuel n'a pas été très capable d'unifier le pays. En fait, ce qui se passe, c'est que nous avons 3 conflits. Un conflit sud-nord, puis à l'intérieur du sud, un conflit militaire et civil, et puis au nord,
un conflit entre les forces laïques de l'Azawad et les forces islamistes. Donc ça ne va pas être facile de résoudre tout ça en 40 jours. Et de pouvoir organiser des élections dans ce contexte, en tout cas. Maintenant, Frédéric Lejal, restez avec moi. La justice transitionnelle, avec cette question de Kigali sur justement la place et l'avenir du capitaine Sanogo et probablement ses camarades. Écoutez cela avec moi. Je me nomme Sylvain Chilombo, je suis à Kigali. J'aimerais savoir, avec les retours à l'ordre constitutionnel, est-ce que le capitaine Sanogo sera poursuivi ou pas? Parce qu'il a perturbé l'ordre constitutionnel. Ouais. Frédéric Lejal, est-ce que les putschistes seront jugés? A-t-on prévu des mécanismes pour ce faire? Non, ce qu'on a prévu, l'accord de la CEDEAO avec le médiateur Blaise Compaoré a prévu l'impunité, donc c'est-à-dire que Sanogo ne sera pas inquiété et ni les putschistes. C'était une des conditions pour qu'ils cèdent le pouvoir. Donc de ce point de vue-là, non seulement ils ne seront pas inquiétés, mais je pense qu'ils vont exercer une certaine vigilance. C'est vrai qu'après, comme le dit Walid, après les 40 jours, on rentre dans un nouveau vide constitutionnel et si les choses n'avancent pas plus rapidement, il n'est pas certain que les militaires se manifestent à nouveau. Ouais. C'est le risque. Ouais. Kassim Traoré, je reviens vers vous. Vous êtes en direct avec nous via Live Remote. L'accord cadre évoque le rôle et la place des membres de la junte, le CNRDRE, qui seront définis au cours du processus de transition. C'est ce qu'on a lu dans ce document. Mais que faire de la déclaration du capitaine Sanogo qui va avoir son mot à dire dans la gestion des affaires du pays et qui dit que c'est la junte qui choisit les hommes de transition, Kassim? Qu'est-ce qui se dit là-bas? En tout cas, on sait que la junte est désormais partie prenante pour ce qui est de l'avenir du Mali. Parce que même aujourd'hui, les documents qui ont été rendus publics lors de l'investiture de Dioncounda Traoré, on a dit que copie sera donnée à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême, mais aussi aux membres de la junte. Ça veut dire que la junte aura toujours son mot à dire. Même par rapport à la délégation qui doit se rendre ce week-end à Ouagadougou, pour la mise en place du Premier ministre et du gouvernement de transition, il y aura des représentants de la junte qui feront le déplacement. Mais dans l'accord cadre, quand même, il a été précisé que la junte, tous les membres de la junte et leurs associés bénéficient de l'amnistie générale. Maintenant, au-delà de ça, les négociations qui vont commencer à Ouaga, est-ce qu'au cours de ces négociations, la junte aura gain de cause? Ça dépendra de l'engagement des uns et des autres vis-à-vis du pays, parce qu'il s'agit maintenant des questions pour gérer l'avenir du pays. Il ne s'agit pas de questions de personnes. Mais tout porte à croire aussi que des gens qui ont pris des armes, on ne peut pas les mettre de côté sans prendre en compte leurs préoccupations, surtout qu'ils revendiquaient la défense de l'intégrité territoriale, qui peut leur revenir de droit aussi. Mais justement, en parlant d'intégrité territoriale, gentlemen, restez avec nous. La pacification du Nord et une éventuelle réunification ou partition du pays et bien sûr l'autre gros chantier de la nouvelle équipe de transition, un dossier qui vous a fait réagir. On en parle après cette courte pause. Restez bien sur la VOA. Retrouvez La Voix de l'Amérique en français sur Facebook et Internet. Débat, interview, analyse, vos réactions. L'info en temps réel avec notre équipe télé et radio. Tous les soirs à partir de 18h30 TU et les matins à 5h30 TU. Restez également connectés sur YouTube. La Voix de l'Amérique est toujours avec vous. Washington Forum en direct sur La Voix de l'Amérique, Lamia Gritli avec vous. Les défis de la transition au Mali et l'avenir du pays au centre du débat ce soir. Voici ce que vous en pensez. On commence par Gabriel Soclou de Bamako justement. Cette transition doit réparer les erreurs commises par le régime ATT et combattre la corruption au sein de l'armée et de la classe politique. C'est surtout la corruption, la gabégie, le favoritisme et le laxisme du pouvoir ATT et les siens qui ont mis le Mali dans cette situation. Le putsch du 22 mars a permis de mettre en lumière les manœuvres suicidaires du pouvoir face à la gestion de la crise alimentaire et sécuritaire. Pour Bourarima Dembélé de Bamako, l'autre défi, c'est la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali, qui est indivisible, a-t-il dit.
que les soi-disant Azawadiens, voilà, Walid Fares, un autre mot, Touareg, sachent que parmi les peuples du Nord, ils ne sont que 15%. Enfin, Abdul Karim Sayabou de Niamey au Niger, la transition doit d'abord mettre de l'ordre dans l'économie du pays, désarmer la population, puis prendre l'initiative d'exterminer les rebelles jusqu'au dernier, car il n'y a aucune raison de négocier avec des intellectuels analphabètes. Ce sont vos commentaires à vous, messieurs. Walid Fares, je vais attaquer ce dossier avec vous, mais d'abord, écoutez cette question sur le défi Touareg à travers donc une question du Niger qui a connu aussi sa rébellion Touareg. Écoutez cela. Je me nomme Ibrahim Rima, je suis au Niger, plus précisément à Zender. En ce qui concerne le conflit du Mali, comment le gouvernement de transition arrive à gérer ces différents problèmes ainsi que la communauté régionale et internationale? Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour arrêter cette rébellion? Alors Walid Fares, quelle solution dans l'immédiat? Il y a deux voies, Lamia. Il y a la voie militaire. On a entendu parler. Quelques voix pensent que des forces maliennes qui sont appuyées par des forces africaines, par des forces internationales, tout simplement vont envahir le Nord ou libérer le Nord et donc unifier le pays de cette façon. Mais cela va conduire à une autre rébellion et encore à une autre rébellion. L'autre voie, c'est la voie politique, c'est-à-dire le dialogue entre le nouveau gouvernement réformé de Bamako et donc choisir et identifier des forces politiques qui sont modérées et qui sont laïques aussi au Nord et qui sont différentes des forces islamites. Alors, Walid Fares, ce qui vient compliquer les choses, c'est qu'on est face à une mosaïque de groupes rebelles qui ont des objectifs différents, opposés. Le MNLA veut l'indépendance de l'Azawad, c'est un groupe laïque. Les salafistes d'Ansar Din, alliés d'Aqmi, d'Al-Qaïda, qui veulent imposer la charia. Le FLNA, ou Front National de l'Azawad, qui a été créé ce dimanche, des Arabes de Tombouctou, qui veulent sécuriser les biens et personnes et instaurer un dialogue entre les différentes communautés. Ajoutez à cela les Berbères d'Algérie qui sont rentrés dans le mix. Comment faire, Walid Fares? D'abord, il faut bien comprendre que le Nord a ses propres forces politiques, qu'il faut les reconnaître et qu'il faut faire une grande différence entre les supporters de l'Azawad ou les autres communautés qui veulent seulement des droits locaux, d'une part, et les djihadistes. Les djihadistes ne sont pas là pour séparer le Nord du Sud. Ils sont là pour unifier le pays sous leur propre émirat et aussi de connecter avec l'Aqmi en Algérie et même le Boko Haram de l'autre côté du désert au Nigeria. Donc il faut trouver une architecture qui va établir un lien entre les forces laïques modérées du Nord et donc faire un dialogue avec le Sud, mais le résultat certainement doit passer par une forme de décentralisation. Ouais. Ça, ce n'est plus possible de revenir en arrière. Kassim Traoré à Bamako, comment est-ce qu'on voit les choses entre le nouveau président qui dit qui promet une guerre sans merci contre la rébellion si elle ne se retire pas, et puis le capitaine Sanogo qui a un autre son de cloche qui ne veut pas, en tout cas d'une intervention internationale terrestre du moins? Oui, bon, la position du nouveau président, c'est une prise en compte de l'aspiration de tous les peuples maliens. Parce qu'aujourd'hui, le Mali a tout fait avec ses bandits armés. Il y a eu des négociations depuis 2006 jusqu'à ce jour, toujours des négociations. Mais au finish, maintenant, les gens pensent qu'il faut aller à la guerre. Il faut que le Mali, quand même, commence à se battre. Même la force étrangère qui doit venir aujourd'hui, bon nombre de Maliens pensent que ça ne vaut pas la peine. Que si on pouvait armer l'armée, donner des matériels à l'armée malienne pour qu'elle fasse son combat, au lieu de venir nous envahir encore avec d'autres problèmes de la sous-région. Parce qu'on sait aujourd'hui que ce qui se passe au Mali n'est pas que le Mali. Il y a plus de 6 à 7 ans que les autorités de Bamako demandaient une guerre internationale contre la rébellion. Mais rien n'a été fait. ATT, tout ce qu'on peut le reprocher aujourd'hui, tout le monde sait quand même qu'il a crié sur tous les toits pour demander l'organisation des pays riverains pour qu'ils puissent s'occuper de cette crise au nord. Ouais. Aujourd'hui, c'est le Mali. Peut-être que le Niger aussi aura sa part là-dedans. On va en parler tout à l'heure. Sous-régionale, oui. Oui, Kassim, on va parler de l'impact sous-régional tout à l'heure. Frédéric Lejal, la prochaine question est la vôtre, qui est au centre aujourd'hui du conflit dans le nord du Mali. Partition ou union? Voici ce qu'en pense Abba Taher Aguimarda d'Agadez au Niger. Écoutez cela, Frédéric. Pourquoi le gouvernement malien et la communauté internationale ne veulent pas l'indépendance de l'Azawad? Un pays ne peut pas attaquer un autre. Vaut mieux de laisser indépendant. Alors Frédéric Lejal à Paris, le Mali peut-il être scindé en deux? Non, je crois que c'est tout à fait, c'est absolument pas ce qui est prévu. Maintenant, on peut
comme l'a dit votre interlocuteur, s'appuyer effectivement sur le MNLA, qui sont des forces laïques, pour essayer de chasser un peu les forces salafistes de la région. Et c'est vrai que dans ce schéma, eh bien, ce serait d'entrer en négociation avec ce mouvement pour accorder non pas une indépendance, mais une autonomie dans le cadre territorial malien actuel, c'est-à-dire un peu ce que revendique le MNLA. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas l'indépendance, mais c'est une autonomie renforcée du type de ce qui se passe en Espagne avec la Catalogne, avec un gouvernement régional, avec un budget autonome. Et dans ce cadre, il peut peut-être y avoir des possibilités de négociation. À mon avis, pour l'instant, c'est le seul appui sur lequel peut se fonder une bataille. Les MNLA n'ont pas cette force sur le terrain. On ne peut pas donner. Le gros problème, c'est que sur le terrain actuellement, tout le monde sait que ce n'est pas les MNLA qui est là. Alors oui, effectivement, du point de vue militaire, c'est les salafistes qui sont là, qui font leur loi. Du point de vue militaire, pour l'instant, ce sont les forces salafistes qui sont de loin les plus puissantes. Donc effectivement, ça pose un gros problème. Walid Farès. Je pense qu'il faut faire un focus, c'est-à-dire que les forces internationales, régionales, maliennes concentrent le combat contre les forces d'Al-Qaïda, les djihadistes et les salafistes, et en même temps ouvrent la porte pour le dialogue avec les communautés de l'Azawad politiquement. C'est la façon la plus intelligente d'isoler les extrémismes et d'ouvrir pour un dialogue avec les représentants des ethnies locales. Alors messieurs, avant d'aller voir un instant le jeu des pays ou de la communauté internationale, notamment Paris avec vous, Frédéric Lejal, je vais prendre deux appels back-to-back. Youssouf Touré, bonsoir. Allô, bonsoir madame. On vous écoute. Alors, en ce qui concerne mon avis, moi je pense que compte tenu de tout ce qui se passe au nord du Mali, avec la présence de l'AQMI, de Boko Haram, de Ansardine et des trafiquants de drogue, je pense que nous sommes attaqués par des groupes avec des ramifications internationales. Et de ce fait, est-ce qu'il ne serait pas plus sage de faire intervenir les casques bleus de l'ONU, puisque l'ONU a vocation de défendre l'intégrité territoriale des États membres. Et cela permettrait de résoudre pas mal de problèmes. D'accord. Ok, donc pour vous, Youssef, c'est bien noté, vous voulez les casques bleus. On va passer maintenant à Aboubacar Sanou de Bamako. Aboubacar, bonsoir. Bonsoir, Aboubacar. Hello. Ok, Walid Farès, la question d'Aboubacar, pourquoi n'ont-ils pas laissé la junte gérer la transition? On commence par d'abord une intervention du casque bleu, comme le dit Youssouf de Paris. Est-ce que c'est envisageable? C'est envisageable seulement s'il y a un gouvernement qui est stable à Bamako d'une part, et je pense que les événements se dirigent dans cette direction, et qu'il y ait un accord entre ce gouvernement et au moins une partie modérée des Touaregs. Si cela existe, donc les casques bleus peuvent venir, et les casques bleus ne seront pas en train de travailler contre un des groupes ethniques, mais contre les terroristes. Et il y aura une union nationale appuyée par une union régionale et internationale contre les terroristes. Il faut isoler les terroristes. Ok. Kassim Traoré, la deuxième question est la vôtre. Pourquoi n'a-t-on pas laissé la junte gérer la transition? Vous avez répondu à cette question tout à l'heure, mais dites-nous un peu comment les Bamakois voient-ils ça, brièvement. Brièvement, on peut dire qu'aujourd'hui, la junte même sait qu'elle n'a pas les capacités nécessaires pour gérer la transition. Il faut quand même la conjugaison des efforts de la classe politique. Cette classe politique aussi est surtout décriée par les Bamakois, parce qu'aujourd'hui, si tu demandes le Malien, moi, il va te dire que c'est la politique, les politiciens qui sont à la base de tout ce qui est arrivé dans notre pays. Mais il faut reconnaître aussi qu'on ne peut rien faire aussi sans la classe politique. C'est pourquoi la junte, même consciente de cet état de fait, a décidé de faire un accord cadre qui permettra à tous les Maliens de se retrouver et de mettre les organes de la transition en marche. Même si il va falloir faire recours à des Maliens qui sont en dehors du Mali pour qu'on puisse avancer vers une transition paisible. Voilà. Il y avait aussi une question par rapport au président de l'Assemblée nationale qui assure actuellement les 40 jours.
Il peut même aller au-delà des 40 jours. Tout dépendra des négociations qui vont commencer à Ouagadougou ce week-end. On va suivre ça avec vous, Kassim Traoré. Frédéric Lejal, dans le dernier numéro de la Lettre du Continent paru hier, vous parlez du billard à 3 bandes que pratique la France au Mali, intégrité territoriale du pays, reconnaissance d'une autonomie, comme vous pouvez le voir sur cet écran, reconnaissance d'une autonomie renforcée de l'Azawad et défense de ses intérêts dans la région. Qu'est-ce que cela veut dire tout ça ? Ça veut dire que Paris joue la carte depuis le début avec le MNLA, d'abord parce qu'il faut se rappeler que la France a encore des otages dans cette région, donc il est absolument hors de question pour elle d'intervenir militairement, de poser un seul pied d'un soldat français de peur d'aggraver la situation. Et c'est vrai qu'elle considère que les accords d'Alger depuis 2006 et bien avant, depuis 1991, n'ont pas été appliqués, que cette région est complètement déshéritée en termes d'infrastructures et en termes de partage finalement, et donc c'est d'entendre les revendications du mouvement de l'Azawad et de tenter des négociations immédiates, comme le dit Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères. Ouais, merci. Walid Farès, la prochaine question préenregistrée est la vôtre, elle est signée Joël de Cotonou, écoutez cela. C'est M. Rondio Joël, étudiant à Boubé-Calavi, résident à Cotonou. Je voudrais savoir si la mort de Kadhafi n'a pas un lien étroit avec tout ce qui se passe au Mali de nos jours. Alors Walid Farès, dans un article publié sur notre site web au début de l'année dernière, vous avez affirmé que les troubles en Afrique du Nord, notamment en Libye, vont s'étendre à l'Afrique subsaharienne, comme vous pouvez le voir sur cet écran. Je me rappelle très bien cet article. C'est ce qui se passe aujourd'hui, Walid Farès ? C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est une projection qui est malheureusement vraie. C'est que les milices et les forces qui sont opérationnelles maintenant en Libye, surtout les milices islamistes et djihadistes, ont encouragé donc leurs sœurs jumelles au Mali du Nord, y compris les forces de l'AQMI, pour opérer là-bas et avoir le support logistique qu'ils ont eu. Donc bien sûr, la façon dont la crise libyenne s'est terminée a affecté ce qui se passe au Mali, mais ça pourrait aussi affecter d'autres pays. Est-ce qu'on peut voir un affrontement entre ces différents mouvements, c'est-à-dire les salafistes et leurs alliés d'Al-Qaïda d'un côté, le MLNA laïque et les autres groupes, et même les trafiquants de drogue, puisque tout le monde s'est invité? Ce qui est presque sûr, c'est qu'il y aura une lutte pour le pouvoir au nord, entre le MNLA, les laïcs d'une part, et les islamistes d'autre part. C'est tout à fait normal, parce que les islamistes veulent contrôler le nord et donc pousser vers le sud. C'est pour cela que je disais au début de l'émission qu'il faut être intelligent, faire une alliance entre le sud et la partie modérée laïque du nord, et cela amènera l'appui international pour isoler les islamistes. Mais s'il y a affrontement, est-ce qu'on ne peut pas avoir une balkanisation du Nord Mali, comme le disent certains? C'est déjà fait, la balkanisation de fait. Maintenant, il faut travailler contre. Il faut travailler pour l'unité du Mali. Et comme notre confrère à Paris l'a bien dit, la seule solution politique acceptable et raisonnable, c'est une décentralisation politique, les droits culturels locaux, mais renforcer l'unité du pays. Frédéric Lejal, on arrive presque à la fin de l'émission. Quel est l'impact de ce qui se passe maintenant au Mali sur les pays de la sous-région, comme le Niger, par exemple? Il est immense, d'abord du point de vue humanitaire, puisque vous savez qu'un pays comme le Burkina Faso accueille maintenant plus de 200 000 réfugiés. Donc c'est un pays qui ne peut pas supporter une telle crise. Il est lui-même, il commence à être atteint par des mouvements salafistes. On sait qu'au nord du Burkina, il y a des mouvements de Boko Haram. Le Niger est maintenant encerclé par un environnement complètement instable, avec le nord Nigeria. Vous avez le Tchad, où il y a des rébellions qui sont en train de se réveiller, avec des revendications des Toubous. Donc si vous voulez, c'est une espèce de no man's land, mais qui commence à embraser toute une région aussi grande que l'Europe et qui va être rapidement ingérable et incontrôlable. Kassim Traoré, en moins de 30 secondes, que faut-il retenir de tout cela, de votre prisme à vous à Bamako? Bon, en tout cas, pour ce qui est de la situation au nord, il n'y a que deux solutions. La guerre, comme l'a dit aujourd'hui Dioncounda Traoré, ou dialoguer avec les partis en conflit dans cette zone. En tout cas, déjà les voies sont là. On sait qu'avec le gouvernement de transition, le Mali quand même pourra retrouver son intégrité territoriale. Eh bien, affaire à suivre, messieurs. Kassim Traoré à Bamako, Frédéric Lejal à Paris, Walid Farès à Washington. On attend votre livre incessamment, Walid Farès. Merci, gentlemen, d'avoir fait le point. Merci à vous qui nous regardez fidèlement en Afrique. Je salue toutes nos stations partenaires qui nous relaient. Excellente soirée à tous. Au revoir, belle Afrique.